De retour sur le plateau des experts avec nous ce matin, Valérie Plagnol, présidente du Cercle des épargnants, Ronan Lemoyle, fondateur d'Épopée Gestion, et Patrick Artus, économiste et conseiller économique de la société de gestion Osiam. On va plonger dans le militaire, dans un monde dans un rapport qui en dit long, dans le monde dans lequel nous sommes rentrés aussi. Il y a des côtés aussi un peu pessimistes. A été publié hier le CIPRI, le CIPRI, c'est l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui fait vraiment foi dans le domaine. C'est un rapport annuel qui est très très attendu. Donc premier chiffre déjà pour exprimer, c'est les dépenses militaires mondiales l'an passé ont flirté avec les 2900 milliards de dollars. Alors derrière, il y a des situations variées et autres, notamment une forte accélération en Europe. D'abord, premier constat, on est rentré dans un monde qui est en train de se réarmer à grande cadence. C'est une réalité et c'est parti pour visiblement quelques temps. Mais tout ça, et notamment en France, avec des marges budgétaires et une situation qui font que le prix à payer est de plus en plus complexe. Qu'est-ce que vous évoque ce rapport, Patrick, du CIPRI ? Bon, d'abord qu'on n'a aucune information sur les vraies dépenses militaires de la Chine, par exemple. Parce que la Chine prétend qu'elle dépense 2% de son PIB en militaire. C'est évidemment beaucoup plus. On ne construit pas la flotte, en particulier que les Chinois construisent en ce moment, avec 2% du PIB. Donc en réalité, les dépenses militaires mondiales sont nettement plus élevées que ce qui est évoqué. Et puis, le tiers de ces dépenses, officiellement, c'est les États-Unis. Et puis, on sait que Donald Trump a suggéré que les dépenses militaires des États-Unis passent de 1000 à 1500 milliards de dollars. Alors moi, j'ai une inquiétude qui est que l'économie de guerre, on sait y rentrer, mais on ne sait pas en sortir. Parce que quand vous avez alloué... Et Donald Trump a mentionné dans les derniers jours qu'il y aurait une priorité pour certaines ressources à l'industrie de l'armement. Que quand il y a des raretés de composants électroniques, de métaux, etc., l'industrie de l'armement aurait priorité sur les autres industries. C'est ce que fait la Russie maintenant. La Russie a pratiquement 10% de son PIB officiellement en dépenses militaires. Quand vous essayez de revenir à une économie normale, vous devez réallouer tous ces moyens aux industries normales. Et ça, c'est très difficile. Les hommes, les investissements, les capacités de production. Et alors, j'ai regardé, par exemple, les États-Unis. En 1946, la croissance américaine, c'est moins 12%, pratiquement. Parce qu'ils sortent de l'économie de guerre et puis tout s'effondre, parce qu'ils avaient sous-investi. Et puis, il faut changer les emplois, il faut réallouer les emplois, il faut reformer les gens. Et donc, c'est très coûteux en économie. C'est ce qui m'inquiète beaucoup pour la Russie. La Russie ne pourra jamais sortir de l'économie de guerre parce que ça ferait 20% de récession la première année. Et donc, on peut se bloquer dans une économie de guerre parce qu'on a alloué toutes les ressources rares à l'industrie de l'armement. Et donc dans une logique militaire, in fine. Ronan, Valérie, sur déjà ce constat très géopolitique, mais qui raconte beaucoup de choses sur notre monde, mais après on va parler évidemment de l'effort de financement. En fait, ce qui est évident, et tout le monde le voit aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'un monde dans lequel en fait, les équilibres se passaient par l'économie, c'est-à-dire quelque part c'est les grands au sens du pouvoir économique qui l'emportaient sur les autres, à une économie ou un monde dans lequel, c'est d'ailleurs peut-être un peu les mêmes, mais il renforce ça par maintenant une puissance militaire. C'est-à-dire maintenant c'est le plus fort, celui qui peut menacer le plus, celui qui est capable d'intervenir à des milliers de kilomètres de chez lui, qui l'emporte. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le choix, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la démonstration qui est faite aujourd'hui est clairement de montrer qu'on a changé de paradigme. On n'est plus dans un paradigme dans lequel, si je suis bon économiquement, je suis bon au niveau des équilibres géopolitiques. Si je suis bon aujourd'hui, c'est que j'ai sans doute une économie forte, avec les risques qu'on évoque là, parce qu'effectivement, elle peut peut-être dériver vers quelque chose qui dépend trop fortement du militaire. En tout cas, si je suis fort et reconnu, c'est que j'ai d'abord une armée puissante et qui démontre qu'elle l'est. Donc je crois qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Alors les Américains ont quelques longueurs d'avance sur nous, les Russes sans doute aussi. Bon, les Chinois, effectivement, je pense qu'ils sont bien au-dessus des 2% du PIB. Mais en Europe, on a à la fois sans doute, et je ne dis pas que c'est un plaisir de le dire, mais sans doute un déficit par rapport aux autres, et sans doute en plus un besoin de voir comment on organise la cohérence, si on veut une cohérence en tout cas au niveau européen en termes militaires. Donc c'est un double enjeu. C'est un enjeu de besoin de réallouer des moyens, et c'est un enjeu de sans doute assurer une plus grande cohérence au niveau européen. On a vu tous les débats qu'il y avait récemment, y compris sur l'arme nucléaire, si on fait référence à
aux propos qu'a pu tenir notre président. Donc en fait, je crois que c'est entre guillemets un mal nécessaire si on veut exister aujourd'hui. C'est sans doute effectivement pas la panacée si on se réfère à ce que ça peut avoir comme impact économique de long terme. Mais je vois pas comment, quand aujourd'hui, en faisant un tableau rapide, les États-Unis se réarment fortement et démontrent une forme de puissance qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais qui est réelle. La Russie, bon, avec le conflit ukrainien, et la Chine, sans doute, effectivement, qui y va à pas compter. Je ne vois pas comment on peut rester en dehors de ça. Donc oui, c'est obligatoire. Sans doute que ça crée des dépendances à moyen et long terme. Et en plus, ça demande une cohérence européenne qu'on n'a pas encore trouvée aujourd'hui. Sur cette économie de guerre, on va la qualifier un peu comme ça, malheureusement, c'est Valérie, votre regard ? Le paradoxe, c'est que l'investissement dans la défense, c'est de la recherche. C'est aussi un multiplicateur et un effort de croissance. En fait, ça a des effets de croissance sur l'économie, en tout cas au débarrage. Ce qui est gênant, c'est qu'effectivement, c'est de l'économie de guerre et que les armements, on a tendance à vouloir s'en servir une fois qu'on les a. J'ai été assez frappée, c'est anecdotique, mais quand l'Ukraine a proposé aux États-Unis de lui vendre des drones. C'est une économie en guerre qui a développé une technologie particulière pour répondre à une situation tactique et stratégique de terrain in vivo et qui change aussi la donne en termes de stratégie militaire. Mais je ne rentrerai pas sur ce terrain. Donc effectivement, c'est à tout point de vue regrettable. C'est aussi un effet d'entraînement sur l'activité économique. C'est aussi des besoins particuliers. Et comme vous l'avez souligné, c'est aussi une nécessité pour nous de nous coordonner avec nos voisins européens. On a vu que les avions, il y a des échecs sur qui va contrôler, qui va faire quoi et comment, quels sont les enjeux militaires sur des stratégies nationales qui sont encore assez différentes. C'est une difficulté particulière. Et c'est vrai que la France a maintenu quand même une certaine technologie, un certain savoir-faire, même si on a aussi arrêté des industries et délocalisé un certain nombre d'activités dans ce domaine. C'est quand même globalement effectivement très regrettable à l'entrée et à la sortie. Je suis tout à fait d'accord. On n'est pas là pour dire que je veux dire, cette explosion en gros d'économie de guerre est une bonne nouvelle, mais ça fait transparaître aussi en creux des faiblesses. Il y a les faiblesses que vous mentionnez à l'instant, Ronan, c'est-à-dire finalement où en est l'Europe militaire aujourd'hui, la capacité des 27 de s'entendre dans une logique militaire. Maintenant, on va ramener à la France, et au premier débat qu'on avait aussi, c'est tout ça, ça tombe à un moment où nos propres marges de financement sont pas énormes. C'est-à-dire que cet effort qui est nécessaire pour peser dans le monde dans lequel on est et qui rentre de plus en plus dans une logique de confrontation, la France est en train d'aborder, comme d'autres pays, mais particulièrement la France, avec des marges très très faibles. Alors, il y a des pays européens qui refusent d'entrer dans cette logique. Par exemple, l'Espagne et l'Italie n'ont pas du tout l'intention d'accroître leur budget militaire pour l'instant. Et donc, c'est un problème britannique, allemand et français. Et puis, les pays d'Europe de l'Est, la Pologne, qui est le plus grand, enfin, qui a pratiquement 5 points de PIB en dépenses militaires. Alors, je voudrais réagir à ce que disait Valérie. À l'instant, ce que disait Valérie. Il y a un débat entre économistes pour savoir quel est le degré de retombée civile des dépenses militaires. Alors effectivement, si c'est de l'espace, si c'est des systèmes électroniques, si vous fabriquez des obus, il y a les deux, quoi. Je veux dire. Et donc, Mais il y a la reconversion du secteur automobile aussi, on le voit sur certains matériels. Y compris les drones. C'est le paradoxe. Enfin, donc, il y a sans doute un certain nombre de retombées civiles, mais il y a surtout des dépenses très stupides. Enfin, faire des piles de bus, c'est pas très intelligent du point de vue. Oui, mais ça devient un enjeu, c'est ça. Voilà. Et puis, quelle était la suite de votre question ? La question, c'était d'aborder tout ça avec des marges budgétaires et un niveau d'endettement. C'est notre débat d'avant. Enfin, je veux dire, officiellement, on va passer à 3 points de PIB à la fin dans une petite dizaine d'années de dépenses militaires. On est à 2,1 et 2,2 en ce moment. Pour l'instant, ceci devrait se faire au détriment d'autres sujets. Enfin, je ne vois pas comment, à un certain moment, mais je reviens au débat d'avant, les gouvernements pourront continuer à avoir 5 points de PIB de dépenses de protection sociale de plus en France que dans les autres pays européens. On est à 32% du PIB. En Europe, c'est 27 quelque chose. Et donc, on aurait des marges de manœuvre budgétaires colossales
pour faire de la recherche, pour investir dans la transition énergétique, pour investir dans le numérique, si on avait des dépenses de protection sociale au niveau de la moyenne de l'Europe, qui n'est pas connue. Enfin, les pays européens ne sont pas connus pour être avares en protection sociale, quoi. Mais c'est très difficile. On voit, il y a des sondages, par exemple, qui disent que plus de 70% des Français sont hostiles à toute économie dans la santé, sont hostiles au report de l'âge de la retraite, sont hostiles à la désindexation des retraites. Et donc, on va se heurter à une impossibilité de faire les deux à la fois, donc de faire la hausse des dépenses militaires et le maintien de la protection sociale coûtant plus de 32 points de PIB. Ronan, une question un peu qui vous est plus dédicacée en tant que, votre point d'observation par rapport à un fonds d'investissement. Évidemment, il y a un appel d'air dans le secteur de la défense, évident, on le voit se démultiplier. Comment la France se situe par rapport à ça ? Et est-ce que derrière, il y a un tissu industriel qui va se construire, une capacité généralement au pays de se structurer, notamment parce que la France est un des pays européens qui n'a pas complètement déconstruit. En tout cas, je pense que oui, c'est une partie de la réponse. Alors, bien sûr qu'il y a des... encore une fois, en y revenant, se recentrer sur le régalien et donc le militaire, peut-être laisser financer les transitions par d'autres types de financement, notamment financement privé, ça redonne un peu de marge de manœuvre. Pour le reste, le financement privé également va vers le militaire, les fonds d'investissement. Il y a un appel d'air aujourd'hui notable. Bien sûr, il y a des fonds qui se lancent que sur cette thématique, alors que ce soit ce qu'on appelle en equity, donc des fonds qui achètent des entreprises, qui aident des entreprises à se créer, ou en dette pour les financer, plutôt dans des sujets qui vont tourner autour de, on va dire, l'IA, la technologie, des drones qui pourraient avoir des vocations à être utilisés également dans les sphères privées autant que dans le militaire. Donc plutôt ces sujets-là, plus que des sujets où ils financeraient effectivement des obus, ce qui d'ailleurs serait sans doute pas dans leur thèse et pas non plus on créerait le plus de valeur, entre guillemets. Je ne sais pas si le terme est adéquat, mais en tout cas c'est une réalité si on se pense sur le terrain économique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs, et c'est une partie de la réponse du privé, qui peuvent être soit via des fonds d'investissement, soit même dans des fonds généraux d'assurance vie qui financent en dette essentiellement un certain nombre d'initiatives dans le militaire. Donc c'est une partie de la réponse. Je pense que la réponse, effectivement, s'il faut des marges de manœuvre, eh bien, il faut que l'État, effectivement, se recentre sur un certain nombre de sujets, dont celui-là. Il faut qu'il laisse faire par le privé, sans doute, un certain nombre d'initiatives. Moi, par exemple, ce qui me rend fou, c'est que quand on a 2300 milliards d'assurance vie en France, qu'on décide des programmes gouvernementaux sur tel ou tel type de grande action, que pour les mener, on décide de dégager 50 milliards, qu'on va s'endetter auprès des assureurs pour être capable de financer ce plan. Moi, je préférerais qu'on dise, cette initiative, elle est importante, elle correspond à une ligne stratégique qu'on s'est donnée, le privé financer ça directement par l'assurance vie. C'est comme ça qu'il faudrait faire si on était, entre guillemets, rationnel. C'est pas ce qu'on fait. Ça, c'est une première manière de créer des réserves de puissance pour faire autre chose. Et là, donc, ça donne de la marge de manœuvre pour le militaire. Et puis l'autre manière, c'est effectivement d'avoir du privé qui parfois peut venir, encore une fois, et on le voit, émerger, plutôt sur la technologie, plutôt sur les sujets qui ne sont pas du militaire dur au sens des armes, et on comprend aisément, mais c'est une partie de la solution, et il y a beaucoup d'initiatives qui émergent dans la matière. Valérie, sur cette logique, c'est-à-dire presque parce qu'on est dans une logique de souveraineté aussi. Il n'y a pas que aujourd'hui, au sein des épargnants, est-ce que la souveraineté est un paramètre qui commence à être pris en compte ? La souveraineté est prise en compte dans le cadre de la congruence des intérêts qui sont la transition énergétique et l'idée d'une certaine souveraineté. Alors en France, c'est particulièrement prégnant grâce à l'importance du secteur nucléaire, dont on voit effectivement aujourd'hui qu'il permet de produire de l'électricité en quantité. Et en même temps, c'est notre mix électrique, certes relativement souverain. Ça n'est pas le cas de notre mix énergétique global, puisqu'on est encore très dépendant et on en souffre des énergies fossiles. Moi, je voudrais revenir aussi sur un point qui est la critique permanente à l'Europe et qui est trop régulatrice, qui ça. L'Europe a une mission aussi qui est complexe. La Commission européenne, c'est vrai qu'elle émet des règles, mais c'est vrai aussi qu'il y a des besoins de coordination et d'harmonisation. Alors ça crée des règles au niveau national et c'est souvent les critiques viennent de la base, en fait, du pays, en disant ça heurte ma souveraineté ou je peux pas tout à fait faire comme je veux. Mais il y a aussi une logique de cohérence au niveau européen. Je crois qu'il faudrait pas supprimer cela. La logique aussi qui a été souvent très contestée de
promouvoir la concurrence au sein de l'Europe, qui est très contestée par beaucoup de pays où subsistent encore des grands monopoles. Tout ça est un peu injuste. C'est quand même à l'aune d'intérêts nationaux dont on ne veut pas se défaire. Donc la fluidité aussi à l'intérieur du marché européen, c'est une préoccupation européenne. Moi, je l'ai vécu aussi au niveau du secteur énergétique. Et on a un système européen qui fonctionne assez bien parce que justement, il est relativement cohérent et qu'il applique des règles communes. Donc, je crois que c'est important de voir ça. Et c'est vrai que là, au niveau de la défense, on peut imaginer qu'on revienne à des coopérations peut-être de meilleure facture. Alors, dans un monde qui est en mutation, réellement, on enchaîne les crises ou les révolutions. On va en parler d'une autre mutation qui est en cours, c'est l'intelligence artificielle. Patrick, vous avez publié il y a quelques jours une chronique dans Le Monde qui était titrée « L'impact de l'IA sur la croissance dépendra aussi de l'ampleur des politiques redistributives et du partage des revenus ». Très long titre. Mais les constats que vous dressez dedans sont assez intéressants. C'est-à-dire qu'en regardant au sein des États-Unis, qui est le pays aujourd'hui sur lequel il y a un déploiement de l'IA, premier constat d'abord, c'est qu'on commence à avoir des populations au sein du monde du travail qui sont directement menacées par l'IA. Je pense notamment presque, j'allais dire, aux jeunes diplômés dans certains secteurs. Les choses commencent à être palpables, réellement. Oui, alors on a des données américaines assez détaillées. Alors, faut voir que l'IA, ça commence vraiment au début de 2025. Donc on a peu de recul. On a un recul très, très modeste. Et on voit surtout les effets négatifs et pas peut-être les effets positifs qui vont venir. Donc, et on a aussi des données françaises qui ont été publiées par l'INSEE en mars, qui est très intéressantes sur les effets de l'IA. Alors, en gros, l'IA détruit des emplois dans tous les secteurs où elle est substituable à l'emploi. Et donc, dans l'industrie manufacturière, dans le transport, dans la logistique, dans le commerce, dans l'informatique, dans un certain nombre de services aux entreprises. Et l'IA n'a pas d'effet sur les secteurs où la qualité humaine est primordiale, l'enseignement, les services sociaux, la santé, etc. Et puis, sur les services aux entreprises, pour l'instant, il n'y a pas d'effet négatif parce que les deux effets de substitution et de complémentarité doivent se compenser. Mais au total, les États-Unis créent beaucoup moins d'emplois. Et ils ont des gains de productivité. Et donc, c'est pas associé à un ralentissement de la croissance, c'est associé à une accélération de la productivité. Et donc, on voit aussi que l'IA conduit une accélération de la productivité. Alors ça, c'est le deuxième effet. Sur l'effet emploi, Valérie Ronan, c'est quelque chose que vous constatez, que vous percevez, que vous anticipez? Moi, ce que j'observe en tant qu'utilisateur ardu, parce qu'il y a un an, par exemple, moi, j'utilisais IA très faiblement. Aujourd'hui, chez nous, tout le monde utilise Claude, Claude Cowork, Claude Code, etc. Donc, toutes les possibilités qui sont offertes. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin, par exemple, dans nos métiers, si vous avez besoin de faire rapidement ce qu'on appelle un business plan sur une étude que vous faites, si vous avez ce qu'on appelle l'infomémo, vous n'avez pas besoin d'un stagiaire pour vous faire le BP. Vous mettez ça dans Cowork avec Claude, il va vous analyser tout le truc, il vous fait le BP Excel avec 5 onglets, les hypothèses, comment ça bouge. Donc, on voit bien que ça réduit effectivement la capacité, ça réduit la vitesse, ou ça accélère la vitesse d'exécution à un certain nombre de sujets. Donc on se doute bien, ça a un impact effectivement sur certaines populations. Là, je parlais par exemple des gens plus jeunes qui étaient utilisés sur des tâches intellectuelles, mais intellectuelles répétitives et scalables par la machine. Et donc la question que ça pose surtout, c'est on est dans une phase de transition, ça, et encore avec peu de recul. On se dit, voilà, je vois instantanément l'impact que ça a sur un type d'emploi. Mais je ne sais pas me projeter à 5 ou 10 ans pour dire, une fois qu'on a dit ça, est-ce que parce que je vais plus vite, je prends la santé par exemple, est-ce que parce que je divise par 10 le temps de mise sur le marché d'un médicament, ça va avoir des effets positifs ou pas sur l'économie à long terme, si on raisonne économie et pas juste sur la santé, ou est-ce que ça aura des effets désastreux par ailleurs? Ça, on est incapable de le dire parce on est dans une phase de transition, et le propre des phases de transition, c'est de ne pas savoir quel sera le monde d'après. Et d'autant plus quand on n'a qu'un an et quelques de recul. Mais ce qu'on observe de manière claire, et nous on le voit dans nos métiers, avec toutes les entreprises qu'on adresse, dans la logistique, dans l'informatique, le nombre d'entreprises qui vous disent « je ne recrute plus d'informaticiens, c'est terminé ». J'utilise Claude Code, il fait ça très bien, il développe un site web en une demi-journée, avec quelques itérations, quelqu'un qui fait la maîtrise d'ouvrage, qu'on appelle donc à l'utilisateur, donc j'ai plus besoin d'embaucher. Donc ça, c'est la réalité. La médecine, j'en ai parlé, et pas mal d'autres sujets. Donc je crois qu'on voit surtout les effets d'accélération du temps et d'impact sur ces types d'emplois. L'accélération du temps, ça peut être, je pense, très bénéfique pour la créativité,
la capacité à faire émerger des projets en partant de rien sur des petites équipes, ça c'est génial. Ça veut aussi dire que les idées ont moins de valeur longtemps, parce qu'elles sont copiables beaucoup plus vite en termes d'industrialisation. Et ça veut aussi dire qu'on a moins besoin de main-d'œuvre au sens de cerveau. Internet, c'était un peu ce qui a cassé quelque part les bras avec les chaînes logistiques et autres. Là, c'est un peu les cerveaux auxquels on s'attaque. Et ça, on ne sait pas dire, effectivement, c'est un impact négatif à moyen long terme. Ce qu'on voit, c'est que ça comprime le temps de manière très, 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 très forte. Et moi, je le vois, je le prends à titre personnel, mais je ne suis pas de la génération qui sont celle qui s'y met le plus fort aujourd'hui. Mais c'est impressionnant. Je veux dire qu'on est... Pour moi, on vous sent complètement éveillé. Je pense qu'Internet, à côté, c'est la rigolade. Ouais. C'est de la rigolade. Vraiment, sincèrement, c'est de la rigolade. Quand vous commencez à en faire un petit peu, et surtout à côtoyer des gens qui font ça très, très bien, et quand vous regardez ailleurs, je pense aux États-Unis notamment, en quelle vitesse on peut aller, c'est impressionnant. Donc, de là à dire que est-ce que ça va nous libérer du temps sur les tâches répétitives qu'on faisait, et donc on va être plus créatif dans autre chose, ou au contraire, la destruction d'emplois sur ces tâches répétitives va être telle que l'économie va moins bien s'en porter. Je ne sais pas si on est capable de séparer le grain de livret aujourd'hui. Je ne crois pas. Mais avec un sentiment quand même, à ce stade-là, puisqu'on a peu de recul, comme le disait Patrick, c'est qu'il y a une population qui est quand même qui est en train de prendre l'impact en direct. C'est plutôt des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qualifiés d'ailleurs. Hein. Ça, c'est le truc plus négatif. Oui. Juste une seconde. L'étude française montre que, c'est une étude de l'INSEE, qui montre que le nombre de jeunes utilisés par les services informatiques a baissé de presque 8% en 2025. Et alors donc c'est pas tenable. Enfin, vous pouvez pas ne plus embaucher de jeunes informaticiens sous prétexte qu'ils sont pas vieux, quoi. Qu'ils ont pas d'ancienneté, de bouteille dans le métier. Ça posera un énorme problème. Et donc, on voit qu'il y a des solutions de court terme qui ne sont pas des solutions de long terme. Et puis, deuxième chose, je disais redistribution, mais s'il y aura un surplus de l'IA, l'IA, ça crée de la productivité, donc ça crée plus de revenus. Mais tout dépendra de ce qu'on fait de ce revenu. Si vous requalifiez des gens à travailler avec l'IA, c'est très positif. Si ce revenu additionnel tombe dans les poches de quelques magnats de l'informatique qui se construisent des navettes pour aller dans l'espace ou qui achètent des îles privées dans le Pacifique, ça sera une utilisation tout à fait stupide de l'IA. Donc on ne sait pas si on aura une utilisation intelligente ou stupide des surplus liés à l'IA. Valérie, votre regard sur ça? Je crois que ce qu'on sait, évidemment, c'est qu'on est rentré depuis le début des années 2020 dans un nouveau cycle schumpeterien, qu'il est extrêmement rapide et que effectivement la vitesse d'adoption de l'IA est spectaculaire. Enfin, on le vit chacun à notre niveau, en tout cas moi au mien. Alors, les principales études, vous l'avez dit, c'est effectivement des emplois qui se perdent, des déplacements importants. Et si je me réfère à quelques-unes des études, en gros, on dit à l'horizon de 10 ans ou un peu plus, on va finalement créer plus d'emplois qu'on en perdra. C'est-à-dire toujours un cycle de productivité et de progrès qui amène, in fine, plus de création d'emplois, mais déplacés ailleurs que ce que l'on connaît aujourd'hui, avec effectivement des pertes à court terme, des difficultés peut-être d'intégrer une nouvelle génération dans le monde du travail, alors même que nous sommes des populations vieillissantes. Donc l'enjeu, ça va être l'enseignement aussi, et la formation de cette nouvelle génération qui arrivera sur le marché du travail avec d'autres outils et d'autres capacités à les utiliser, plus effectivement une logique de robotisation, puisque l'IA va quand même accélérer énormément cela. Et clairement, on imagine bien que certains métiers vont même complètement disparaître, comme ce fut le cas à la fin du 19e siècle avec l'automobile ou autre. Donc, c'est en train de se produire et je suis d'accord avec Patrick. La question, c'est comment on amortit ce choc et comment on permet à ces générations de rentrer sur le marché du travail. Alors, vous le mentionnez à l'instant, Patrick, sur cette notion de productivité, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est d'ores et déjà quelque chose qui est palpable. Grâce à l'IA, un point de plus par an de productivité à peu près. Ce qui est colossal. 2 à 3. Ce qui est colossal déjà. C'est colossal, oui. Et ça emmène quoi en termes de projection et de raisonnement, notamment parce que c'est un peu le constat que vous dressez sur la possibilité finalement que ce tandem croissance-inflation pourrait... Kevin Warsh, qui est le futur très bientôt président de la Réserve fédérale, a déjà dit qu'il pensait que l'IA, ça faisait plus de croissance et moins d'inflation, et donc que ça permettrait à la Banque centrale de baisser les taux d'intérêt sans danger.
Et donc, je crois que cette thèse est à peu près compatible avec ce qu'on observe, quoi. Alors, bien entendu, l'inflation aujourd'hui, c'est le pétrole et le gaz naturel. Donc, il faut faire abstraction de ça. Mais fondamentalement, si on a plus de gains de productivité, on aura plus de croissance et moins d'inflation. Donc, ce qui est extrêmement favorable au maintien de taux d'intérêt bas, quoi. Il faut au retour à des taux d'intérêt bas. Donc ça, et je crois que l'équipe antérieure à la Réserve fédérale n'avait pas assez intégré l'IA dans ses raisonnements. Le logiciel avait un schéma mental qui était trop traditionnel vis-à-vis des déterminants de l'inflation. Ronan, sur la notion de productivité. En fait, je pense qu'il y a, quand on regarde effectivement les générations qui sont sur le mieux, on va dire que c'est pas forcément les plus jeunes, c'est ceux qui sont un peu intermédiaires, qui ont à la fois le background qui va bien, l'historique, qui savent faire parce qu'ils ont... Du monde d'avant, presque. Voilà, le monde d'avant, et qui savent la puissance que le monde d'aujourd'hui leur donne avec leurs connaissances. Donc moi, la question que ça amène, effectivement, c'est de se dire, quand on passe ça à l'échelle et qu'on l'accélère, ça pose une vraie question de formation sur les nouvelles générations. C'est comment, effectivement, on fait en sorte que ces gens qui sortent, auxquels on ne demanderait plus, je caricature un peu, de faire les choses qui font qu'on apprend, sont capables de devenir des gens, quand je dis utiles, en tout cas intelligents dans ce qu'ils font tous les jours et dans les métiers qu'ils voulaient faire. Qu'est-ce que ça fait d'eux si demain, effectivement, il y a de la croissance, mais que ce n'est pas eux qui en récupèrent les fruits, qu'ils deviennent des gens, entre guillemets, qui ont des revenus qui, pour le coup, se retrouvent baissent? Ça veut dire quoi pour la société? Ça, c'est les genres de questions que ça me pose. Parce que vous allez jusqu'à une notion de bombe sociale possible sur... je ne sais pas ce qu'il faut dire bombe sociale, mais en tout cas, je suis assez d'accord pour dire qu'il faut quand même réfléchir à ce que ça veut dire en termes de répartition des richesses. Il faut quand même réfléchir. Il faut avoir en tête, ça peut être un vrai sujet. Si effectivement, c'est uniquement pour amener des gens faire des voyages sur la Lune et pas juste pour le progrès de l'humanité, bon, j'ai envie de dire, on va vite atteindre les limites du modèle et on va créer un schisme, il y en a déjà un aujourd'hui, on voit bien, mais qui va être puissance 10, voilà, ceux qui seront dedans et ceux qui seront en dehors. Donc ça, il faut être très très vigilant à ça. Après, il y a aussi des pans du jeu où c'est très positif. Moi, je pense que l'IA va permettre de partager la data de manière transparente et très large, et notamment dans la santé. Et donc, c'est quand même un facteur de progrès qui peut être énorme d'un point de vue, je veux dire, divisé par 5 ou plus la mise sur le marché de médicaments, soigner des maladies qu'on était incapable de soigner jusqu'à présent. Alors, avec les questions que ça peut poser sur la population qui, pour le coup, augmenterait, le besoin d'accès également à des richesses économiques. Mais pour autant, ça, c'est un vrai progrès. Sur le terrain de la productivité, moi, je crois effectivement qu'il faut être très vigilant à faire en sorte que les nouvelles générations soient suffisamment formées pour que demain, effectivement, on n'en fasse pas les parents pauvres, à tout point de vue, au sens figuré comme au sens propre, de cette révolution. Pour conclure, par rapport, je sais bien qu'on commande presque, et en même temps, c'est ce qui rend cette période assez fabuleuse, puisque le recul est très très faible. Ce que vous disiez, Patrick, on parle d'une technologie qui a quelques années à peine et qui se répand de façon massive depuis 2 ans. On est encore dans une logique de sous-estimation ou de surestimation aujourd'hui? Non, je crois que les gens qui travaillent avec l'IA ont la perception que c'est extraordinairement important. Et puis, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Ça concerne pratiquement tous les secteurs. Valérie disait que c'était de la destruction créatrice, mais ça, c'est la vraie question. Est-ce que ça va être de la destruction créatrice? Donc, je vais tuer certains métiers, mais je vais créer d'autres métiers. L'automobile, par exemple, au début des années 20 aux États-Unis, a tué toutes sortes d'industries, mais il y a eu tellement d'emplois dans l'automobile qu'il n'y a pas eu de problème de chômage. Mais est-ce que ça sera la substitution, ou ça sera uniquement de la substitution d'IA au travail? Auquel cas, il va falloir réfléchir à baisser l'horaire de travail. On pourra travailler moins, mais ça ne sera pas uniformément réparti. Donc, comment on évite que, si c'est de la substitution d'IA au travail, il y a une partie de la population qui soit chômeuse et une partie de la population qui gagne très bien sa vie parce que le contenu de son travail sera enrichi par l'IA, quoi. Donc, c'est vraiment un problème de répartition, le problème de l'IA. Vraie question et qu'on va commenter, je crois, dans les années qui viennent. Merci Valérie, merci Ronan, merci Patrick pour ces débats.